Bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Priva Livemont, ou plutôt Benoît Schoenbrod, qui va nous parler de Priva Livemont. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment vas-tu? Mais fort bien. Alors on s'est vu l'année dernière et l'on se revoit cette année pour parler d'Art Nouveau et d'un personnage bien particulier qui s'appelle Priva Livemont. Voilà. Déjà pas un nom facile à porter. Non, et alors c'est tellement inhabituel qu'on lui invente toujours un prénom devant. On trouve souvent Henri Priva Livemont, ce qui n'a aucun sens. Son prénom est bien Priva. Priva, P-R-I-V-A-T, Tout à fait. mais qu'on ne prononce pas. Voilà. D'accord. Alors il est belge Il est belge, il est scarbécois, il y Oui. est né, il y est mort. et il a fait ses études à Saint-Josse. À l'Académie de Saint-Josse, qui était vraiment un réservoir de talents, Oui. où vont passer des gens comme Evenepoel, Paul Anka, Lemens et bien d'autres. Mhm. Alors à l'époque, Priva Livemont était un artiste. On peut appeler ça un artiste? Oui. Un artiste même polyvalent, qui Oui. touchait à toutes les disciplines artistiques qu'on peut imaginer. Qui était aussi connu que Mucha. Absolument. Et pourtant aujourd'hui, personne ne connaît Priva Livemont. Très peu de gens en tout cas. Hmm. C'est bien dommage. Pourquoi? Voilà la bonne question. Pourquoi est-ce que quand on va à Prague, on voit du Mucha partout et tout le tourisme est fait autour de Mucha, Ouais. alors que quand on vient à Bruxelles, on parle un petit peu d'Horta, mais certainement pas de Livemont. Ouais. Mais il faut dire que beaucoup de ses œuvres ont été démolies. Oui, mais Mucha aussi. Ouais. Ceci dit, il nous reste sa quarantaine d'affiches, il nous reste un certain nombre de bâtiments, il nous reste pas mal de travaux décoratifs à montrer et à mettre en valeur. Ah, effectivement. Alors nous sommes ici dans la maison de la Francité. C'est tout près de l'avenue des Arts et rue Joseph II. On est donc à côté de la rue de la Loi, entre deux bureaux. Et on a une petite maison, toute Miraculé. miraculée, protégée, entièrement décorée par Priva Livemont. Tout à fait. Alors, on a dit que c'était un artiste pluridisciplinaire. Il a fait quoi? Il a fait des peintures, on va en parler ici. Il a fait des peintures, il a fait des coiffes, des dentelles, des chapeaux, des vêtements pour les dames. Il a fait des graphites. Il a fait des graphites. Il a fait des affiches. Il a fait des affiches. Il a fait des publicités Il a aussi. fait des publicités. Il était peintre de chevalet aussi, Mhm. peintre décorateur, illustrateur. Mhm. Et il créait également des meubles et Oui. il faisait encore de la photographie. Quelques explications sur lui. Pourquoi est-ce que tu viens d'écrire un bouquin sur lui? Qu'est-ce qui t'a intéressé en fait dans son œuvre? Mais d'abord, j'aime beaucoup l'Art Nouveau et j'étais un peu agacé qu'on résume souvent l'Art Nouveau à 2-3 noms Ouais. et surtout 2-3 architectes, alors que ces gens travaillaient tous les jours avec des peintres décorateurs et des artistes. Et donc, je pense qu'il était grand temps, à travers plusieurs monographies, de mettre en relief tous ces artistes qui tournaient autour, qui étaient à l'époque aussi connus qu'Horta. Et Livemont, c'est un artiste pour lequel j'ai un intérêt depuis des années et des années. Je suis en chasse de Livemont en permanence. Mhm. Et c'est une admiration intarissable parce que je trouve que c'est un gars au talent fou, un artiste génial, comme on n'en a plus connu depuis à mon avis. Et donc il était plus que temps de lui rendre justice, tout simplement. Eh bien, je t'écoute. Parle-nous de Priva Livemont. Pourquoi as-tu voulu me voir aujourd'hui ici dans la maison de la Francité? Parce que malheureusement, de Priva Livemont, les bâtiments qu'il a décorés, beaucoup de choses ont été démolies. On est à Bruxelles, on sait ce qui s'y est passé, mais même dans d'autres villes comme à Ostende, où il avait décoré le Cursal et le Théâtre Royal, ces bâtiments malheureusement ont été démolis en 1942 et en 1965. Il n'en reste rien. C'est tout juste si on en a des images. Et il reste à Bruxelles quelques bâtiments qui portent clairement sa trace. Et celui-ci, donc on appelait à l'époque l'hôtel de Helle, du nom du propriétaire, est probablement celui qui reflète le mieux et de la manière la plus totale son talent de peintre décorateur, puisqu'il y a tout conçu, comme le confirme un article de 1904. Et donc il y a conçu les lambris, les papiers peints, les cartons préparatoires pour les vitraux, pour les mosaïques, pour les plafonds, pour les toiles marouflées.
Alors effectivement, les lambris sont très beaux. Le papier peint a été au fil du temps recouvert par d'autres choses, d'autres papiers, d'autres plâtres. Donc aujourd'hui, on est en train de rénover ça. On voit sur les images des essais pour voir ce qu'il y avait en dessous. Tu penses qu'on va rénover ça à l'identique ou Je pense que c'est l'objectif. Il y a donc des stratigraphes qui grattent et on s'aperçoit que ce qui est en dessous est en très bon état. À garder toutes ces couleurs, ça c'est un peu l'avantage. Et donc je pense qu'il y a moyen ici, sans trop de difficultés, bien que ça coûte très cher au mètre carré, mais de remettre à jour toute la décoration, qui était à l'époque quelque chose de très lourd. Hein. C'est ça. Mais on n'a plus tellement l'habitude aujourd'hui. Aujourd'hui, plus les murs sont gris et rouges, mieux c'est, et net. Mais à l'époque, plus c'était chargé, mieux c'était. C'est ça. Alors, on a derrière, on voit, explique un peu l'image que l'on voit, je vais un peu me mettre de côté. Alors là, on voit quoi derrière nous on a une enfilade de 3 salons, en fait. Donc, oui, c'était assez classique dans tous les hôtels de maître de la fin du 19e siècle. On avait en général le salon néo-Louis XV-XVI devant. Au milieu, on avait un salon qui était souvent néo-renaissant flamand. Et puis à l'arrière, on avait soit la véranda japonaise, soit une verrière, une serre, enfin ça pouvait varier. Et là, on a une galerie de peinture avec de superbes vitraux. Voilà, donc on a un grand vitrail qui profite de la lumière zénitale qui était destinée à éclairer tous les tableaux. Et puis à l'arrière, on a encore des peintures à la grisaille sur les portes arrière. C'est ça. Mais alors, juste au-dessus de nous, on a une décoration, une peinture de plafond, comme dans la pièce juste derrière nous. Sauf qu'ici, c'est une toile marouflée qui s'appelle la Marche à l'étoile et qui est une allégorie symboliste typique du 19e siècle, où on voit au centre une jeune fille qui vient cueillir la lumière, en fait, c'est-à-dire l'emplacement exact où pend le lustre. Et cette jeune fille glorifie la lumière à la croisée entre le monde terrestre, qui est symbolisé par cette femme qui nourrit des enfants, la mère nourricière, la déesse nourricière à la poitrine opulente. Et au-dessus, on a le monde céleste qui est symbolisé par la farandole de Pouty, donc par cet assemblage un peu... On parlait, ça s'inspire des essaims à la Fragonard, des pastorales de Boucher aussi dans les camailleux de rose et de bleu. Donc il y a toute une série de références à des modèles anciens. Par exemple, on est très frappé de voir que la femme, le personnage principal, tend le bras et sa main et son bras sont quasiment identiques à ceux d'Adam sur le plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Donc il y a toute une série de rappels aux grandes périodes d'histoire de l'art qui étaient nécessaires à Livemont à une époque où il fallait vendre l'art nouveau, mais il voulait l'asseoir sur une base sûre, solide, sur des valeurs d'art éprouvées, mais en leur donnant une allure résolument moderne, qui se voit notamment déjà ici dans les yeux quasiment clos, les paupières lourdes des femmes, qui sont déjà symbolistes, art nouveau, dans les chevelures assez légères, dans les ongles taillés en amande, dans la préciosité des attitudes, dans la qualité des drapés. Mais on reste néanmoins dans une allégorie symboliste, avec quand même un académisme encore assez pesant, dans ses travaux pour plafond, mais dont il va s'émanciper totalement dans les affiches et dans les illustrations. C'est ça. Et l'autre peinture, alors dans le salon intermédiaire, il l'a conçu un petit peu comme une pergola, comme si on regardait en l'air une serre, une pergola, et donc il a joué sur les formes géométriques. On a un grand carré, des grands cercles qui compartimentent le plafond avec de nouveau des étoiles, des glands de chêne, enfin toute une symbolique franc-maçonne aussi. Et tout ça est agrémenté d'oiseaux, de fleurs et de têtes de femmes aux longues chevelures ondoyantes qui là rentrent clairement dans l'art nouveau et l'émancipe déjà de l'académisme pesant de l'époque. Donc on voit qu'il trouve déjà ses marques, il trouve son style. On est en 1896 et à l'époque sa notoriété est au firmament déjà. Ce mélange qui va faire tout son succès entre, comme il le disait lui-même, l'ancien et le moderne. Et à la différence d'Horta ou d'artistes de son époque comme Constantin Meunier, il ne fait passer aucun message social. C'est-à-dire il n'y a aucune velléité sociale chez Livemont, c'est l'esthétisme le plus pur, le beau pour le beau,
Il était libéral de conviction et donc il n'y avait chez lui aucune volonté de remettre en cause la société telle qu'elle fonctionnait, telle qu'elle existait. Il travaillait pour les bourgeois, au service des bourgeois. Benoît, je te propose que l'on quitte peut-être la Maison de la Francité pour aller voir une autre facette de Livemont qui sont les graphites. Voilà. Et là, on va aller... vers le groupe scolaire Josaphat à Scarbeck. Oui. Où il y a des... Il y a beaucoup de choses. Il y a des graphites assez impressionnants, qui sont probablement les plus beaux à Bruxelles, mais il y a aussi des peintures décoratives et même des tapisseries. Allons voir alors. Mais oui.